Un nouveau président à la tête du parti au pouvoir, Simon Compaoré, il sonne la mobilisation générale à 9 mois de la présidentielle et des législatives couplées. Les détails sur les conclusions du Congrès dans quelques instants. Des milliers de fonctionnaires burkinabés dans la rue à Ouagadougou et dans les grandes villes du pays. À leur côté, des travailleurs du privé, ils protestent contre l'application de l'impôt unique sur les traitements et salaires, sur les indemnités et primes. Dans un instant, les images de manifestants en colère. 8 mars, c'est demain une journée d'activisme, d'action et surtout de réflexion sur la condition de la femme. En attendant demain, le face-à-face des femmes avec le président du Faso, un panel s'est penché aujourd'hui sur la résilience des femmes face à la crise sécuritaire. Les détails dans cette édition. Voici les titres de votre 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Il l'avait annoncé, les fonctionnaires burkinabés passent à l'action pour s'opposer à l'application de l'UITS sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. Ils ont manifesté ce matin à Ouagadougou pour réclamer la suppression pure et simple de cette UITS qui s'étend aux primes et indemnités tant pour les agents du public, du privé que du parapublic. Benjamin Kwame et Achille Ouedraogo ont suivi les marcheurs ce matin. Voici leur reportage. Ils étaient de centaines, voire de milliers de personnes à sortir pour cette marche meeting à l'appel de la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina Faso. Le SINCHA, le SINATRAG, le SINATIC, même le syndicat des élèves et aides de ménage, tous ont répondu présents à la Bourse du Travail. Partis justement de la Bourse du Travail, ces syndicats affiliés à la CGTB ont arpenté quelques avenues de la capitale Ouagadougou pour demander la suppression de l'IUTS sur les primes et indemnités et aussi des libertés démocratiques et syndicales. Ce sont des messages que nous adressons au gouvernement pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller, faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple en compte. Si ce n'est pas fait dans ce sens, nos dévanciers qui ont dirigé le mouvement syndical depuis les années 1946, qui ont toujours pris position de façon ferme aux différentes tournées décisives de l'histoire de notre pays, nous allons aussi aller dans ce sens. Et pour aller dans ce sens, cette marche meeting de ce samedi était le coup d'envoi. Les travailleurs comptent donner un autre coup d'accélérateur à leurs revendications le 16 mars prochain. Durant 4 jours, ils disent s'investir dans la même dynamique que ce samedi pour interpeller le pouvoir LPP sur la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement vis-à-vis des travailleurs. Nous avons envoyé un préavis de grève au gouvernement, donc au président du Faso, pour dire que nous allons aller en grève à partir du lundi 16 mars jusqu'au vendredi 20 mars et qui sera ponctué par encore une marche nationale sur l'ensemble du territoire le mardi 17 mars. Nous avons exigé purement et simplement non seulement le retrait de la mise en œuvre de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs, qu'ils soient du public, qu'ils soient du parapublic ou qu'ils soient du privé, mais aussi le remboursement immédiat des coupures qui ont été opérées. Il est ressorti également de cette rencontre que les travailleurs ne payent pas les impôts. Bassolma Bazi et ses camarades l'ont réaffirmé encore. Les impôts sont payés régulièrement par les travailleurs burkinabés. Il ne faut donc pas se laisser gagner par l'esprit de division. On tente de nous monter contre les populations ou monter les populations contre les travailleurs en disant que nous ne payons pas l'impôt. Voilà pourquoi nous lançons un appel à l'ensemble des travailleurs, à l'ensemble des paysans, à l'ensemble du secteur informel de travailler à éviter toute forme de division entre les Burkinabés, toute forme de contradiction entre les travailleurs, toute forme de violence au niveau des couches socio-professionnelles. Toutes les autorités au plus haut niveau du pays ont été interpellées à revoir leur copie sur l'IUTS, même le président de l'Assemblée nationale. À l'endroit du président de l'Assemblée nationale, qui estime qu'il y a des menaces et que nous avons des propos irrévérencieux, nous tenons aussi à dire le jour où le peuple va avoir une main consciente, cohérente et conséquente, qui va tenir le marteau de l'Assemblée nationale pour taper et voter des lois légitimes qui défendent les intérêts du peuple, en ce moment nous serons moins menaçants. Les travailleurs disent être indignés car le gouvernement a décidé de s'attaquer à eux sur la question de l'IUTS
et pendant ce temps ferme les yeux sur les détournements, les vols, les fraudes qui font perdre à l'État des centaines de milliards de francs CFA. Dans près d'une semaine, s'il n'y a pas d'appel au dialogue, ils descendront encore dans la rue pour exiger du pouvoir en place la satisfaction de leurs plateformes revendicatives déclinées en 5 points. À l'instar de Ouagadougou, les grandes villes ont enregistré les mêmes manifestations de colère. C'est le cas de Fadangourma à l'est du Burkina. Ils ont exprimé leur détermination à s'opposer à une imposition qui réduit le pouvoir d'achat du travailleur. Ils n'ont pas pu remettre une déclaration au gouverneur de l'Est qui était absent. Seuls les CRSS étaient présents en ce jour au gouvernorat pour sécuriser les institutions de l'État. Pour les organisateurs de la marche meeting de cette région du pays, la mobilisation est satisfaisante. Et si rien n'est fait, des actions fortes seront entreprises les jours à venir. Au Zimbabwe, les mineurs voient leur salaire tripler. L'annonce a été faite par le syndicat des mineurs du pays. Ces responsables disent avoir obtenu un accord avec la Chambre des mines. Jusqu'ici, un mineur de base touchait 1 200 $ zimbabwéens chaque mois, soit environ 2 116 francs CFA. Il passe désormais à 3 450 $ zimbabwéens, soit plus de 6 000 francs CFA. Les 40 000 mineurs enregistrés à la Chambre des mines devraient bénéficier de la mesure. Leur syndicat avait préalablement demandé une augmentation de 67% pour les plus bas revenus. Au Cameroun, la date des législatives reportées dans les régions anglophones est à présent connue. Les électeurs de 11 circonscriptions électorales du nord-ouest et du sud-ouest du pays sont convoqués le dimanche 22 mars prochain aux urnes pour voter des députés à l'Assemblée nationale. Ces élections partielles doivent permettre de pourvoir 13 sièges. Le 25 février dernier, le Conseil constitutionnel avait annulé les législatives du 9 février dans ces 11 circonscriptions des régions anglophones en proie à un conflit séparatiste. Retour au Burkina où le parti au pouvoir tient depuis ce matin à Ouagadougou son 3e congrès ordinaire. Les congressistes ont renouvelé la direction exécutive du MPP. Simon Compaoré, vice-président par intérim depuis le décès de Salifou Diallo en août 2017, a été confirmé au poste de président. Cette instance statutaire qui a réuni des délégués de 45 provinces et structures du parti a examiné le bilan d'activité du parti depuis son dernier congrès en mars 2017. Le parti du Soleil Levant sort du congrès avec une stratégie électorale. Il sonne ainsi la mobilisation pour assurer une réélection du président Roch Kaboré au soir du 22 novembre prochain et pour reconduire et consolider sa majorité. Je vous invite à entendre le tout nouveau président Simon Compaoré sur les défis que le nouveau bureau exécutif se doit de relever. Suivez plutôt. Ce congrès s'achève avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction, parce que nous avons pu adopter à l'unanimité et par acclamation, j'allais dire, le rapport moral du bureau politique national sortant du MPP. Nous avons également adopté notre stratégie électorale 2020, qui constitue désormais notre feuille de route. Donc, assurément, c'est une victoire que nous réalisons au jour d'aujourd'hui pour le compte de notre parti et pour la patrie. Parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. Et toute organisation, tout ce qui se passe au niveau du MPP intéresse le citoyen lambda.
Nous reviendrons sur l'événement demain au cours de notre prochaine édition. Pendant ce temps, la CENI continue sa tournée des régions pour l'enrôlement des électeurs dans la perspective des prochaines élections. Après les cascades, les opérateurs des kits posent leurs valises dans le centre-sud et le sud-ouest. Ce matin même à Gawa, c'était le coup d'envoi de l'enrôlement sur le fichier électoral dans la zone 3. Près de 500 000 nouvelles inscriptions sont attendues à cette phase qui va durer jusqu'au 16 mars prochain. Le point avec Alain Koulibaly. Ini Palais reçoit des mains du gouverneur de la région du Sud-Ouest sa carte d'électeur. Un document qui lui permettra de remplir aisément son devoir citoyen lors des prochaines élections. Un acte solennel qui marque le début de l'enrôlement sur le fichier électoral dans la sous-zone 3. 5 provinces sont concernées. Il s'agit de la Bougoriba, du Poni, du Numbiel, du Yoba et du Naouri. Pour les premiers responsables, l'essentiel est fait. Reste à mobiliser les populations pour se faire enrôler. Environ 500 000 nouveaux électeurs potentiels attendus dans cette troisième sous-zone. J'ai donné tantôt la décomposition pour que chaque haut commissaire, chaque gouverneur puisse mesurer au jour le jour, au rythme de l'enrôlement, si évidemment le quota va être atteint ou quelle va être la performance au niveau de la province pour chacun. Donc c'est en même temps un défi que nous lançons à chacun parce que c'est un processus inclusif dans lequel, comme vous avez vu aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir tout le monde. L'engagement des premiers responsables de l'administration, à la tête de laquelle se trouvent les gouverneurs, les 2 gouverneurs sont avec nous. Vous avez vu aussi la Commission nationale des artistes qui est venue évidemment nous soutenir, qui est donc un début avec nous dans le cadre de l'enrôlement. Et donc chacun, chaque haut-commissaire, chaque gouverneur, chaque préfet, chaque maire est interpellé à son niveau par rapport aux chiffres que nous donnons. Et contrairement aux 2 premières sous-zones, ici on ira partout. Ça veut dire qu'en termes de prégnance de l'insécurité, c'est moins que dans les 2 premières sous-zones. Et donc ça veut dire que les dispositions aussi sont prises pour que les choses se passent très bien. L'administration que je représente ici, que je coordonne, va jouer toute sa partition afin que notre région, qui est encore une région paisible, puisse réussir la mieux avec celle de la région du centre-sud, cette opération d'enrôlement qui est un appel à une large et massive participation à l'enrôlement pour des meilleures licences électorales. Seul bémol à l'heure actuelle, la faible participation des femmes sur les listes électorales. Une occasion pour le président de la Commission électorale nationale indépendante d'interpeller les populations à plus d'engagement dans le processus électoral. La préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est l'enrôlement des femmes. C'est vraiment ce qui nous préoccupe. Elle est très faible, moins de 30% dans certains endroits. On pense qu'au regard du potentiel, parce que sur le nombre des électeurs attendus, sur les 4 500 000 nouveaux électeurs que nous devons prendre au cours de cet enrôlement-là, elle représente 60%. Et pour l'instant, l'enrôlement sur les listes électorales atteint à peine 30%. Donc c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons. 1388 points d'enrôlement sont mobilisés dans les 5 provinces concernées. Ils sont ouverts jusqu'au 16 mars 2020. Dans l'actualité également, la journée internationale de la femme, c'est demain le jour J. Au Burkina Faso, les femmes sont déterminées à relever les défis liés à l'insécurité au Faso. Elles se sont retrouvées aujourd'hui dans un panel pour réfléchir aux moyens d'une meilleure résilience de la femme face au phénomène de l'insécurité. Oumou Konaté, Constantin Sieda. Elles sont venues de toutes les régions du Burkina pour commémorer la 163e journée internationale des droits de la femme et du 6e Forum national des femmes. Prestations et allocutions marquent le début des communications et des échanges. Depuis 2016, le Burkina fait face à une crise sécuritaire qui crée la psychose au sein de la population. Comment conformer les habitudes quotidiennes à ce phénomène nouveau? Comment s'y adapter? Quelle stratégie développer pour atténuer un tant soit peu l'impact de cette crise sur les femmes? Nous avons besoin que d'abord ces femmes entre elles échangent pour dire si je pleure, il ne faut pas oublier à d'autres aussi qui pleurent parce que souvent les femmes se disent je suis seule, tout ce qui m'arrive on dirait que j'étais la seule sur terre à avoir tous les problèmes du monde. Donc
à savoir qu'il y a d'autres femmes comme elle qui souffrent, qui sont dans les mêmes conditions, c'est déjà apaisant. Et maintenant, nous allons discuter avec des éléments des experts, avec l'accompagnement du département, comment s'adapter à ce défi sécuritaire, comment avec ce défi sécuritaire, nous pouvons amorcer le développement. Parce que nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, cette réponse n'est pas seulement une réponse groupe armé, elle est aussi humaine et elle est aussi collective. Donc nous avons besoin, en tant que femmes et en tant qu'entité représentant plus de 50% de la population, à réfléchir sur cette thématique. Un panel est organisé en marge de cette célébration pour davantage outiller les femmes à travers des sous-thèmes minutieusement choisis. Oui, ils ont ici tout leur sens, selon le ministre en charge de la femme. Il y a deux thématiques. La première thématique, c'est le défi sécuritaire, état des lieux, qu'est-ce qui nous arrive, défi, comment y arriver, les perspectives, qu'est-ce que le gouvernement fait pour relever ce défi. Parce qu'on est tellement harcelé que les gens pensent que le gouvernement ne fait rien. Nous faisons quelque chose. Et dans ce grand bruit, il est important qu'on se calme et regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'on ne pourra rien faire en faisant du bruit autour. Donc c'est le cadre idéal pour réfléchir à tête reposée, qu'est-ce qu'il faut faire avec le gouvernement pour qu'on y arrive. La deuxième communication sera sur le rôle des communautés. Il est important que les femmes s'outillent pour agir en tant que femmes, mais il est important que les communautés aussi sachent qu'elles ont un rôle pour aider les femmes à la résilience. Et nous tous, nous savons que plus les femmes sont résilientes, plus les sociétés sont plus stables. Le dialogue direct entre les femmes, le président du FASO et les représentantes des femmes des 13 régions du Burkina est prévu pour demain 8 mars. Elles vont exposer directement leurs préoccupations au chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. Au total, 510 femmes sont venues de toutes les communes participer à ce panel. À journée exceptionnelle, programme exceptionnel, demain 8 mars, LCA vous propose une édition spéciale à partir de 20h40. Une édition qui aborde sans langue de bois les acquis de ces dernières années en matière du droit de la femme, mais aussi des défis à relever. C'est un débat mené par Clara Monessou avec comme invité une leader d'association, un expert du genre, une entrepreneuse et l'ancienne ministre de la Femme que je vous invite à suivre dans cet extrait. Imaginez un jour qu'une situation pareille puisse se poser dans notre propre pays. Et je trouve que c'est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. Nous avions accueilli les réfugiés maliens et l'État s'était vraiment investi pour pouvoir donner les conditions de vie décentes à ces populations venues du Mali. Là, il s'agit de nos propres concitoyens, c'est des citoyens burkinabés et en majorité des femmes et des enfants. Et déjà, ce que je vois, il y a immanquablement une régression parce que la région du Sahel, la région de l'Est où les filles étaient le moins scolarisées, là maintenant les populations sont en train de fuir. Les filles qu'on avait envoyées à l'école pour éviter qu'elles soient mariées forcées, elles sont maintenant sur la route. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ces femmes-là qui fuient, qui ne savent pas où elles vont, elles fuient vraiment pour chercher un coin où elles pourraient être en sécurité. Les populations qui les accueillent, quelle que soit leur bonne volonté, elles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir subvenir. En dehors de ceux qui sont dans les camps, il y a ceux-là qui errent comme ça dans les villages et qui mendient. Les populations ne sont pas préparées pour pouvoir les recevoir comme il faut. Et donc, il y a des risques de violence sexuelle. Elles traversent de longues distances pour marcher de leur village vers là où elles pensent qu'elles pourraient être en sécurité. Elles peuvent être victimes de viol. Certains même vont essayer encore de les dépouiller du peu qui peut leur rester. Les animaux. On avait avant les coupeurs de route. Donc, si on ajoute à l'insécurité ces problèmes de coupeurs de route, que vont devenir ces femmes? Une femme, normalement, attend qu'un homme la protège. Aujourd'hui, les femmes doivent se protéger elles-mêmes et protéger leurs enfants en fuyant. Honnêtement, moi, je suis dépassée. Je suis complètement dépassée parce que, au cours de la semaine, nous avons fait la situation dans le plateau central. Tu vois ces femmes qui se promènent, on leur donne 100 francs, 200 francs, ça ne suffit pas pour acheter à manger. Et si on leur donne, bon,
Pour certains groupes, si on leur donne la nourriture, ils ne sont pas habitués à manger le repas que les populations locales mangent. Donc, ils veulent d'autres types d'aliments que les populations même n'ont pas pour leur donner. Donc, comment les aider là? C'est un défi, c'est un grand défi. Du sport à présent, le footballeur sénégalais Babacar Sarr est recherché pour une affaire de viol en Norvège. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Le milieu de terrain a clamé son innocence, mais il faut dire que Sarr a été confronté à plusieurs allégations de viol. Il a été accusé pour la première fois en 2015 alors qu'il jouait pour une autre équipe norvégienne. Une femme l'accusait de l'avoir violé lors d'un voyage de fin de saison. La police a mené une enquête, même si une plainte n'avait pas été déposée à l'encontre du joueur. Depuis janvier dernier, on en sait très peu de choses concernant l'endroit où se trouve le joueur. Pour l'instant, sa localisation ainsi que la question de savoir s'il reviendra en Norvège pour y être jugé en appel est un mystère. Avant de clore cette édition, une tournée touristique s'impose et nous conduit en Égypte où la pyramide du pharaon Djoser à Saqqara, vieille de 4700 ans et considérée comme la plus ancienne encore visible en Égypte, est rouverte au public. Et ce depuis avant-hier après plusieurs années de rénovation. Le coût total des travaux de restauration s'élève à 104 millions de livres égyptiennes, soit près de 4 milliards de francs CFA selon le gouvernement égyptien. Située à 20 km au sud du Caire, la pyramide domine une vaste nécropole dans la région de Memphis, première capitale égyptienne. Haut d'environ 60 mètres et doté de 6 étages, ce monument a été construit vers 2700 avant Jésus-Christ par le célèbre architecte Imhotep au-dessus d'une cavité profonde de 28 mètres abritant une tombe de granit rose. Le site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 constitue la première nécropole familiale d'Égypte, une pratique introduite par le pharaon Djoser. À vos valises donc pour une immersion dans la sphère des pharaons d'Égypte, car rien ne développe l'intelligence comme les voyages, disait Émile Zola. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonne soirée.